On y va ? Mais qui c'est qui veut prendre un Apple TV maintenant ? Mais il n'est pas sorti, l'Apple TV. C'est juste pour te... HomePod non plus. C'est juste pour te faire, bicher. Je pense que c'est les deux produits à pas acheter, justement, parce qu'ils vont changer imminemment, on espère en tout cas. Même si on n'est plus trop sûr que ça arrive avant la fin de l'année, du coup, maintenant. Non, mais je dis pas avant le printemps. Pas avant le printemps, maintenant. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Bah voilà. Donc attendre, oui. Bah oui. Oui, pardon, je pensais que c'était une question qui voulait sourire avec Ellie, mais non, c'est une vraie bonne question. Non, il faut attendre, là, c'est clair, oui. Attendre, sauf si vraiment le besoin est réel tout de suite. On peut avoir besoin d'un Apple TV pour des raisons pro, pour faire de... Ouais. Mais c'est vrai. Mais il est vrai que d'après ce qu'on entend... depuis tellement longtemps, et puis ça fait longtemps aussi qu'elle n'a pas été mise à jour, cette Apple TV, c'est que ça va être une très grosse mise à jour. Donc du coup, c'est pour ça qu'il vaut mieux attendre. Si c'était juste une mise à jour pour regagner quelques mégas ou quelques mégahertz de processeur, mais... ça se trouve, ce sera... On va attendre pour... pas un truc fou non plus. Ah, je sais pas. Bon, allez, on va lancer l'épisode 256. Bonne émission à tous et profitez bien du chat, les amis. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans iWeek, la semaine Apple, épisode 256 en ce 25 novembre 2025, il est 18h42 et on démarre à l'instant l'enregistrement de cet épisode avec nos amis en direct qui nous suivent sur les plateformes que sont X, YouTube, Twitch, LinkedIn et puis nos soutiens Patreon grâce au lien spécial qu'ils ont reçu cet après-midi sont là eux aussi dans le chat. On compte beaucoup sur vos messages, vos réactions et vos questions pour faire vivre cet épisode avec mes deux camarades du jour que je salue, Elie Abitbol et Fabrice Neumann. Salut les amis, salut les copains. Bonsoir tout le monde. Salut à toutes et tous, salut mon capitaine. Ravi de vous retrouver tous les deux. Salut Elie. Elie et Fabrice, on va parler dans cet épisode de l'iPhone pliant avec une perspective de prix stratosphérique et une date, une sortie en tout cas qui semble se confirmer pour la rentrée 2026 puisque les étapes de prototypage avancent, on va en parler tout à l'heure. Et puis l'événement de la semaine dans quelques instants, ce sera ce joli coup de Google qui a réussi à rendre AirDrop compatible avec QuickShare sur Android. Et on va en parler en se demandant quelle peut être la réaction d'Apple. Ça, ce sera dans quelques instants après notre retour sur désormais traditionnel ton invention Fabrice. Et cette semaine, des nouvelles du projet secret de OpenAI via cette start-up engloutie pour 6 milliards et quelques de dollars il y a quelques mois, la start-up de Jony Ive. Sam Altman, Jony Ive étaient sur scène il y a quelques heures. Ils sont revenus sur ce projet interrogés par Lauren Powell Jobs, la veuve de Steve Jobs. C'était quand même une belle, un beau casting, une belle brochette sur scène il y a quelques heures. Ça fait quelques milliards. Oui. J'aime cette approche très concrète. Oui, effectivement, c'est très concret. C'est peut-être plus concret que le produit d'ailleurs, parce que on l'a toujours pas vu. Et pour tout vous dire, je suis pas sûr qu'on le voit, moi. Bon. Ouais. En tout cas, c'était dans le cadre de la 9e journée annuelle de Emerson Collective. Et donc, sur scène, vous aviez Lauren Powell Jobs, Jony Ive au centre et Sam Altman. Ils ont accepté de parler un tout petit peu de leur projet en cours. Alors, on ne sait toujours pas quelle forme va prendre ce fameux appareil qui permettra d'embarquer l'IA de ChatGPT sur soi en permanence. On se doute que c'est pas un smartphone, puisque dès le départ, Jony Ive l'a présenté un peu comme l'anti-iPhone, ce qui est quand même étonnant de la part de celui qui a designé l'iPhone. Mais un trait. En tout cas, ils ont
ont reconnu, ils ont annoncé qu'il y avait un premier, même un deuxième prototype qui était entre leurs mains et qui commençait à correspondre à leur envie initiale. Ouais, mais pour l'instant, ça reste un peu mitigé, hein, parce que Altman a dit en fait qu'il trouvait le prototype excitant, mais que ça ne lui donnait pas encore l'envie de l'acheter. Alors c'est ce qu'il a dit du premier prototype, mais là ils ont le deuxième. Ah, le deuxième. Bon, j'étais resté. Oui. Oh là là. Et apparemment le deuxième est plus proche de son rêve absolu. Donc voilà, il s'approche de cet objet qui lui ferait vraiment envie et dont il se dit que tout le monde en aurait envie. C'est beau le marketing, non? Oui, certainement. C'est bien organisé quand même. Je rappelle aussi que on s'attend pas, d'après ce qu'ils ont dit, à une commercialisation avant 2027, sans même dire si c'est début ou fin 2027. Et pour être cynique jusqu'au bout, je suis même pas sûr moi qu'OpenAI existera encore en 2027. Donc franchement, moi je retiens pas mon souffle. Hein. I.O. existera peut-être encore. Oui, peut-être, ouais. Ils ont été rachetés par Apple. Oui. Je crois pas qu'ils aient dit 2027, ils ont dit dans moins de 2 ans. Non, 2027, c'est cité dans l'interview. Vraiment. Ce qui est cité, c'est dans moins de 2 ans. Donc ça nous met effectivement fin 2027, au plus tard. Oui. Mais initialement, ils avaient dit qu'ils dévoileraient leurs produits l'an prochain, et ça c'était en début d'année, donc c'était 2026. Donc ils le dévoileront en 2026 et il sortira au plus tard fin 2027. Le timing commence un peu à... Ouais, tout ça c'est... Il va y avoir de la concurrence, hein, parce que 2027, c'est l'iPhone des 20 ans, c'est peut-être les lunettes Apple, imagine. Et c'est peut-être l'Apple TV nouveau, on ne sait jamais. Attends, t'as oublié un truc, c'est peut-être aussi Apple Intelligence. Ben oui, sans Apple Intelligence, il n'y a pas de lunettes, hein, déjà. Non, mais enfin, tout ça est très fumeux et en plus, je trouve ça très surprenant de la part d'OpenAI parce que ils nous ont habitués à faire des annonces en cascade avec des produits. Jusqu'à présent, des produits logiciels peut-être, mais OpenAI, ChatGPT, ça évolue toutes les 3 semaines, mais à chaque fois, la dernière fois, c'était un navigateur Internet, et puis il y a le modèle ChatGPT 5, et puis 5.1, et puis 5.1 code, machin chose, et à chaque fois, il y a des démos de produits, etc. C'est très concret, et c'était une des forces d'OpenAI jusque-là, d'arriver à montrer tout un tas de trucs. Et là, on est dans le vaporware, comme on dit, c'est de l'enfumage, quoi, tu vois. Et donc c'est très surprenant. En plus, quand on compare aux habitudes d'OpenAI, je trouve. Mike nous dit avec beaucoup d'humour, et pourquoi pas l'Apple Car en 2027? En tout cas, 2027 va pas être une bonne année pour moi au niveau des achats. Il va falloir qu'on fasse quelque chose ou que je gagne au loto. Parce que je vous rappelle que 2027, c'est aussi la commercialisation, probablement en Europe, du robot de Tesla Optimus. Je veux absolument m'acheter un robot. Ça, c'est mon truc. Et ça coûte le prix d'une voiture. Hein, donc, écoute, là, on viendra faire l'enregistrement chez toi. Ouais. Et on se fera servir le thé par ton Optimus. Hein, ouais. D'accord, cool. Si on ne se fait pas découper en morceaux. Non, mais ça fait beaucoup de choses parce que l'iPhone des 20 ans, on s'en sort plus là. Ouais. Bon, avec beaucoup d'humour, Didier nous dit aussi qu'il espère que l'Apple TV sortira avant 2027. Hein, lui qui dit en avoir marre de regarder la télé sur un iPad dans la cuisine. C'est vrai. Je te comprends. Je te comprends. Bon, allez, c'était notre retour sur. On va directement passer à l'événement de la semaine. Et l'événement de la semaine, c'est quand même un joli coup de Google qui a pris tout le monde par surprise et qui a dégainé une nouveauté c'est sur le Pixel, hein. Seulement sur le Pixel 10. Ouais, sur le Pixel 10, voilà. C'est la possibilité d'utiliser en fait un envoi de fichiers sans fil entre un smartphone Android et un iPhone. Du côté Android, c'est QuickShare et du côté iPhone, c'est évidemment AirDrop. Et ce sans vraiment avoir demandé à Apple son accord, si j'ai bien compris.
Oui. Non, a priori, ils ont fait du comme on dit, du reverse engineering, voilà. Ouais. Et ça marche, voilà. C'est étonnant. Ouais, mais c'est qui l'ingénieur d'Apple qu'ils ont recruté et qui s'est barré avec le code? C'est une bonne remarque, parce que ça peut être une façon pour Apple de réagir si ils veulent l'arrêter. Mais bon, il y a la question technique qui est intéressante, c'est-à-dire que donc ça marche à condition de mettre les deux appareils sur le mode de réception pour tout le monde. Dans AirDrop, on peut choisir pour tout le monde de ses contacts uniquement. Pendant 10 minutes ou un quart d'heure. Voilà. C'est ouvert pour tout le monde pendant 10 minutes. De ses contacts uniquement ou on bloque. Ouais. Là, il faut mettre les deux smartphones en mode pour tout le monde pendant 10 minutes. Et ensuite, ça marche. Et ça marche entre un Pixel 10 et un iPhone, mais aussi entre un Pixel 10 et un Mac ou un iPad. C'est-à-dire que c'est vraiment AirDrop. Donc, il va trouver tout ce qu'il y a autour. Voilà. C'est étonnant. C'est vachement intéressant. Je pense qu'on est plein à avoir pensé en se disant, dis donc, Google et Apple ont dû se causer parce que Apple sent les demandes un peu incessantes des autorités, notamment européennes, d'ouverture. Et en fait, non. C'est vraiment Google qui a fait tout ça tout seul dans son coin, en faisant donc du reverse engineering. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que ça met Apple dans une position impossible. De défense. Je trouve que c'est un coup. C'est un joli coup. C'est un joli coup. Voilà. C'est parce que vu la situation, et je me demande même si Google avait pas ça sous le coude depuis 1 an, 2 ans, et qu'ils ont attendu, parce que vraiment, si Apple dit non, ils bloquent tout. Ils vont s'attirer des foudres et des commentaires. Ben voilà, Apple s'est fermé, ceci, cela. Ils ont vraiment joué ça très très bien. Ouais. Et puis surtout, Apple est dans une position de faiblesse aujourd'hui par rapport à une forte réaction, parce qu'ils essayent d'avoir Gemini d'ici ce printemps comme alternative à Siri. S'ils commencent à leur bloquer Google, ils vont dire si vous bloquez, on va pas se dépêcher. Bon, Apple paye 1 milliard quand même pour ça, hein, donc quand il y a de l'argent, des fois ça avance, mais bon, c'est vrai que la position Apple est difficile. Paye 1 milliard. Non. Apple reçoit 1 milliard de moins de Google. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Alors, ça pose quand même pas mal de questions. Outre la manière dont ça a été opéré, effectivement, est-ce que Google a pu, sans bénéficier de complicité chez Apple, mettre en place cette... alors, comment on peut appeler ça, une forme de compatibilité Oui. Alors, qui suppose quand même que du côté de l'iPhone, on soit effectivement, comme tu le précisais, Fabrice, qu'on ait réglé AirDrop sur tout le monde pendant 10 minutes. Oui. Et c'est vrai que ce réglage sur tout le monde, autrefois, on pouvait le laisser, on pouvait le choisir de manière permanente. Maintenant, c'est forcément 10 minutes. C'est-à-dire que au bout de 10 minutes, ça saute et il faut revenir pour retrouver cette possibilité de airdropper à tout le monde. Heureusement d'ailleurs. Oui, bien sûr. Oui, pour la raison de la sécurité, en fait. Bien sûr. Parce qu'il y a plein de gens qui ont reçu des images non désirées à cause de ça. Bien sûr. Mais alors justement, est-ce que l'enjeu de sécurité risque pas d'être le prétexte qu'Apple va mettre en avant pour dire techniquement super les gars, mais c'est pas possible parce que nous, on a vraiment blindé la sécurité et on peut pas jouer à ça. Alors, Google l'a prévu aussi. Parce que dans leur présentation, ils ont dit voilà ce qu'on a fait, on a respecté la sécurité comme ci, comme ça. Ils ont... ça a été... leur annonce, l'annonce autour de ça, je trouve que c'est vraiment un coup de maître, je me répète, mais ils ont tout prévu. C'est-à-dire que ça marche. On n'a pas copié, on a fait du reverse engineering comme les anciens premiers compatibles IBM PC, il y a, je vous parle d'un temps, ceci, cela, et en disant on a respecté la sécurité parce que on n'a rien cassé, quoi.
Donc, ils ont réussi vraiment ça. Et potentiellement aussi, ça peut peut-être vouloir dire tout simplement que le protocole AirDrop est pas si compliqué que ça non plus. Hein. Voilà. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est quand même assez spectaculaire parce que quand on met ces deux téléphones côte à côte, on a d'un côté un Pixel 10, donc sous Android. On est dans QuickShare. On choisit un fichier. Et parmi les appareils à proximité, si l'iPhone est sur le réglage tout le monde pendant 10 minutes dans AirDrop, eh bien on voit l'iPhone apparaître comme on voit dans l'écosystème Apple les appareils apparaître de la même manière. Et du côté de l'iPhone, on reçoit cette notification qui consiste à accepter ou refuser l'envoi, et ça marche exactement de la même manière. C'est ce que j'allais dire, il faut accepter quand même. Hein. Tu reçois une image non voulue si tu n'as pas accepté, comme dit Didier dans le chat. Oui, alors, mais il faut accepter. Didier dans le chat, il dit des images non désirées, il faut quand même accepter. Alors oui, sauf que au moins au début, on avait une preview de l'image. Et donc, il y avait une alerte avec une miniature qui suffit pour montrer des choses. C'était moi j'ai déjà fait la démonstration de ça, alors avec une image inoffensive, je vous rassure tout de suite, mais plusieurs fois, donc il y a des années de ça, dans le train, tu voyages dans le train, dans le train, et puis tu ouvrais AirDrop et tu voyais les iPhones de tout le monde autour de toi, et donc j'envoyais une photo de chat, et je me rappelle très bien d'un groupe de gens qui étaient à côté de moi, ils étaient 4, ils avaient 4 iPhones, j'ai envoyé l'image aux 4, et tu sais, ils ont sursauté. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis donc je me suis retourné, j'aurais fait coucou, faudrait peut-être que vous fermiez ça. Et donc je leur ai appris un truc ce jour-là. Bon, et les photos de chat c'est pas grave, mais les photos d'autres choses oui. Donc voilà, pour répondre à Didier, il y avait une preview, une miniature de la photo. Ouais. Bon. Non mais voilà, c'était. Oui, non mais c'est une réalité, hein, je suis d'accord. Voilà. Bon, c'est intéressant. Moi je trouve que il y a aussi autre chose qui, moi je pense, va bloquer Apple. Va empêcher Apple de bloquer la fonction plutôt, c'est que les gens en ont envie, les gens en veulent. Il y a plein de familles qui sont Android et iPhone. AirDrop, c'est une fonction très connue, voilà. Et je vous rappelle le tollé qu'avait provoqué la réflexion de Tim Cook il y a quelques années. Il avait été abordé pendant une conférence par quelqu'un qui lui avait dit ma tante a un Android ou ma grand-mère ou ma mère, je sais plus, et je peux pas lui envoyer de photos via iMessage, elles sont pas belles. Et il avait répondu t'as qu'à lui acheter un iPhone. Et tout le monde a dégueulé, t'es gentil, mais ça coûte 800 balles à l'époque. Bah non, quoi, tu vois. Et c'est aussi ça la pression contre Apple, c'est pas uniquement réglementaire, c'est les fonctions qui deviennent de plus en plus connues. AirDrop c'est très connu. Il y a les nouvelles fonctions dans les systèmes, ça met toujours des années avant de vraiment pénétrer dans l'univers commun. Et AirDrop maintenant tout le monde connaît. Et je pense que c'est ça aussi la pression que subit Apple. Ouais. Bon, évidemment, ça marche dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire qu'on peut aussi envoyer depuis un iPhone vers un Pixel 10. Justement. Du côté du Pixel 10, je crois pas qu'on ait le même besoin de passer sur un mode totalement ouvert. Ah, pour faire avec un iPhone, si. Si aussi. Oui. Si on est entre Android et qu'on a QuickShare d'activer, ça marche comme AirDrop entre plusieurs iPhones. Ouais. Entre plusieurs Android, on a QuickShare, c'est maintenant un peu après standard, c'est un truc, je pense qu'au départ ça a dû être développé par Samsung, je sais plus, mais il y a au moins ça sur Samsung et sur les Pixels, donc ça marche comme AirDrop entre des iPhones. En revanche, si tu veux envoyer d'un iPhone à un Android via ce système-là, il faut que ce soit placé sur l'ouverture à tout le monde pendant 10 minutes. Qu'est-ce que les précédents, comme le RCS par exemple, hein, ce protocole d'envoi de messages qu'Apple a mis des années à accepter de considérer. Est-ce que cet historique-là peut avoir un rôle, peut jouer un rôle à votre avis dans le dénouement autour de cette petite surprise? Le truc, c'est que justement, au moment du RCS, Apple a beaucoup freiné
en parlant justement de la sécurité, en disant que RCS était beaucoup moins sécurisé que e-message, et sous-entendu que WhatsApp et les autres, ce qui est vrai d'ailleurs, mais qu'ils ont quand même, alors ils se sont rapprochés de Google, ils ont travaillé ensemble, ils ont développé un truc supplémentaire, pas forcément au niveau de ce que souhaitait Apple, mais ils ont fait quelque chose de commun, et maintenant il y a partout, et du coup tout le monde est content quand même. Globalement, maintenant il y a un truc, c'est que alors, il va falloir que je réponde à ça aussi. Il va falloir que je réponde à ça. Je réponds après. Je peux répondre à tout en même temps, en fait. C'est parce que c'est exactement la même chose que ce que je disais tout à l'heure. Les nouvelles fonctions prennent du temps à se répandre auprès des vrais gens. Donc les gens qui nous écoutent, je les remercie beaucoup. Mais mes chers amis, vous n'êtes pas des vrais gens. C'est-à-dire que vous êtes au courant de ce qui se passe dans le monde de la techno, un peu grâce à nous, mais pas seulement. Et donc, pour des vrais gens, RCS par exemple, ça permet de faire des groupes de conversation. Et donc quand on était, il y a un groupe de conversation dans iMessage et on est 5, puis d'un seul coup il y a un 6e qui arrive avec sa bulle verte, pouf, ça coupait le groupe, on pouvait plus faire de groupe du tout. Aujourd'hui, on crée un groupe et que les personnes soient sur iPhone ou Android, c'est pas grave, on reste dans une conversation de groupe. Ouais. Ça change tout. Et donc, bien sûr, comment s'appelle, WhatsApp a de beaux jours devant lui parce qu'il y a un nom de marque, etc. Mais petit à petit, peut-être pas. Est-ce que les WhatsApp a de beaux jours à vivre? Les vrais gens, est-ce qu'ils le savent qu'il y a le RCS? Non, ils savent pas, mais ça n'a pas d'importance. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Ils font un groupe de conversation pour envoyer un SMS. Pour les gens, ça s'appelle toujours un SMS ou un texto. Et puis d'un seul coup, ça marche. Ils disent chouette, ça marchait pas avant, maintenant ça marche. C'est tout. Alors, je lis le message auquel tu voulais réagir. Ouais. Hein. C'est le message d'Arnaud que je vous repropose si vous êtes devant la version vidéo sur YouTube. Arnaud qui écrit « Google fraude quelque chose. Et là, ça dérange pas Fabrice. Si ça avait été Apple, 3 petits points. » Voilà. Alors bon, je mets ma casquette. Apple ne fraude pas. Apple ne fraude jamais. Oui, c'est ça. Alors, c'est rigolo parce que c'est souvent aussi ce que je dis. Ici, je passe pour l'anti-Apple et partout ailleurs, je passe pour le pro-Apple. Alors, ça m'amuse beaucoup et ça me va bien parce que, en gros, je pense que ça veut dire que je fais quelque chose de bien si les gens réagissent. Oui. Je pense que ce que c'est pas vrai d'ailleurs parce que je pense ça. Et puis, en plus, qu'on me démontre la fraude. Pour l'instant, le reverse engineering, si on arrive à faire quelque chose sans enfreindre des brevets, c'est pas de la fraude. Et donc, je reprends mon exemple. Alors, les plus jeunes ne se rappellent pas, mais les premiers IBM PC, et donc en 1981, pour qu'il y ait des compatibles, IBM ne voulait pas de PC compatibles. Il y a eu des PC compatibles parce qu'ils ont certaines boîtes ont fait du reverse engineering du BIOS, donc de logiciel de démarrage des PC. Et sans enfreindre les brevets, et c'est grâce à ça, au final, si je résume l'histoire, qu'on a un écosystème de PC avec des ordis qui se sont répandus bien plus vite, parce que du coup, ça a permis à des concurrents de faire des PC moins chers. C'est l'histoire de la technologie qu'on raconte. Donc pour l'instant, il n'y a pas de fraude, je ne crois pas. Bon voilà pour cette petite parenthèse qui valait bien l'info de la semaine, je trouve, parce que tu le dis, Fabrice, c'est vrai que ça change la vie des gens. Et oui. Jusqu'à maintenant, on faisait ces transferts de fichiers entre appareils Apple avec beaucoup de plaisir, mais en étant un peu bloqué quand on était en présence de quelqu'un qui était sous Android. Alors pour l'instant, c'est limité au Pixel 10, mais j'imagine que si la techno survit à ce petit coup de pression de Google, on devrait la retrouver assez vite généralisée, non? On parle de Samsung déjà, bien sûr. D'abord peut-être dans d'autres pixels, ça ressemble vraiment à un petit test pour voir comment ça réagit, pour voir si Apple réagit. Oui, bien sûr. Ouais. Donc voilà, pour cette info de la semaine, dans un instant, l'événement de la semaine, on va le consacrer aux avancées d'Apple autour de l'iPhone pliant qui est toujours prévu pour la rentrée 2026. On va à la fois parler des dernières infos, rumeurs autour de son prix potentiel, et là ça fait très très mal. On va aussi parler des avancées en termes de design.
et puis du développement, de l'état de développement des prototypes et de la phase qui mène à la fabrication de masse, ou en tout cas en grande quantité dans les prochains mois. Avant ça, je vais avec vous, Élie et Fabrice, remercier toutes celles et tous ceux qui nous soutiennent depuis des mois, depuis longtemps, sur patreon.com/iWeek. Si c'est pas votre cas, en cette semaine de Black Friday, c'est la semaine où on fait nos renouvellements de licences logicielles. On a vraiment besoin de votre soutien financier, je veux dire. Donc vraiment, s'il y a un moment où il faut y aller, c'est cette semaine. Grand merci à vous en tout cas. Merci à ceux qui sont là depuis longtemps. Bienvenue aux autres. Vous avez, si vous nous rejoignez, le privilège de bénéficier du bonus hebdo qu'on enregistre quasiment toutes les semaines juste après le générique de fin. Et cette semaine, les amis, ce bonus hebdo sera consacré justement à l'un des produits phares du Black Friday qui cette année est moins intéressant que d'habitude parce qu'on sait que les prix vont augmenter dans les mois qui viennent. Ce produit, ce sont évidemment les disques durs SSD et la mémoire. Pour les appareils qui sont à mémoire extensible, on va revenir tout à l'heure sur justement cette drôle de situation dans laquelle se trouvent ces produits de stockage et de mémoire à l'occasion du Black Friday. Et donc pour vous qui êtes parmi nos soutiens, vous bénéficiez de ce bonus exclusif. Ceux qui sont avec nous via le lien spécial qu'on leur a envoyé cet après-midi, nous regardent via une page complètement à part. Ils ont la possibilité, vous avez la possibilité, chers soutiens, si vous le souhaitez, de participer en visio à cet épisode. Si vous avez quelque chose à dire, une question à nous poser, il suffit de cliquer sur le bouton qui se trouve sous le player vidéo, sous le lecteur, et on aura une petite fenêtre d'alerte qui nous dira que vous souhaitez intervenir. On pourra à ce moment-là vous inviter à venir nous rejoindre, comme c'est déjà arrivé souvent avec un certain nombre d'entre vous. C'est une possibilité aussi que vous débloquez en nous rejoignant et en devenant l'un de nos soutiens sur patreon.com. Il va y avoir du nouveau à partir de la semaine prochaine et c'est aussi ce qu'on voulait vous annoncer cette semaine. Du nouveau à propos de cette diffusion en streaming du mardi le plus souvent. Vous le savez jusqu'à maintenant et depuis qu'on l'a instauré, on diffuse volontairement de manière la plus large possible sur X, sur YouTube, sur LinkedIn et sur Twitch. À partir de la semaine prochaine, ça va changer. Fabrice, qu'est-ce que tu as retenu des changements? Alors, c'est rigolo parce que donc dans le chat, il y en a plein qui remarquent parmi nos soutiens que nous ne sommes pas le premier mardi du mois et effectivement, on faisait, comme vient de le faire Zuber, on faisait le premier mardi du mois, donc ce flux, ce stream réservé à nos soutiens pour qu'ils puissent nous rejoindre. Et puis pour le reste, on faisait donc du stream vers YouTube, LinkedIn et X. Et j'en oublie un, Twitch. Voilà. Et puis on s'est dit que moi le premier, je prends la responsabilité de la réflexion, que de temps en temps c'était pas forcément super pratique. Et puis on a de temps en temps des problèmes techniques qui faisaient que quand ça coupait, ça relançait un stream en direct sur tout ça. Des fois, plutôt même souvent, les streams en direct ne repartaient pas ou pas partout. Donc c'était pas très propre du coup on s'est dit qu'on réserverait le live à nos soutiens Patreon par ce lien qu'on leur envoie du coup qui sera le lien sur lequel ils pourront cliquer toutes les semaines pour nous voir en direct s'ils le souhaitent. Et puis pour tous les autres, l'accès au podcast reste bien sûr gratuit et en audio et en vidéo, il sera diffusé sur YouTube. Mais après,
Voilà, donc pour nous suivre en direct, ce sera le lien Riverside qu'on envoie toutes les semaines. Ça veut dire aussi donc que toutes les semaines, on pourra, pour ceux qui souhaitent, les accueillir pendant l'enregistrement en direct et pas seulement une fois par mois. Ouais. Voilà. Et puis dernière chose, l'enregistrement, très clairement, ça nous facilite aussi l'enregistrement du bonus que tu évoquais tout à l'heure. Parce que ça veut dire qu'on peut l'enregistrement du bonus, on le fait juste après la fin de l'émission. Donc quand vous écoutez la version enregistrée, il y a on dit au revoir, ensuite il y a un générique et puis on fait l'enregistrement. Mais dans l'état actuel, il faut qu'on arrête l'enregistrement, qu'on recommence quelque chose. Et alors que là, on pourra le faire dans la foulée. Et ce sera beaucoup plus pratique pour nous aussi de faire comme ça. Voilà. Donc il y a des raisons, on va dire, d'ordre pratique. Ça va nous permettre de gagner un peu de temps et de simplifier l'organisation des lives chaque semaine. Et puis il y a aussi notre volonté de vous remercier, vous qui nous soutenez via Patreon, d'augmenter aussi quelque part le retour et la reconnaissance qu'on a vis-à-vis de vous. Vous serez les seuls à partir de la semaine prochaine à pouvoir assister à ce stream, cet enregistrement en direct. Ce qui veut dire que si vous ne faites pas partie de nos soutiens Patreon, mais que vous adorez iWeek, on ne peut que vous encourager à rejoindre nos soutiens et à devenir membre de cette communauté sur patreon.com/iWeek. Vous continuerez de pouvoir regarder iWeek en direct le mardi dès la semaine prochaine. Mais voilà, c'est la décision qu'on a prise et qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. On espère que pour les soutiens, tous ceux qui sont sur Patreon, que ça vous fera plaisir, parce que c'est vraiment aussi pour valoriser votre démarche et votre soutien qu'on a souhaité faire comme ça. Et je reconfirme, Fabrice, que le podcast reste gratuit, dispo en audio, et il le redeviendra systématiquement en vidéo sur YouTube, mais uniquement en replay, donc à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, ça s'accompagne aussi de l'engagement qu'on prend de rendre la version vidéo dispo systématiquement en vidéo, donc sur YouTube, mais uniquement en replay. Alors, il y a quelques petites questions dans le chat, si tu veux bien, parce que du coup, c'est intéressant aussi. De confirmer effectivement, alors Mike demande si Riverside a fait des progrès, notamment sur iPad. Alors, non, c'est-à-dire que quand on est sur iPad ou sur iPhone, on ne peut pas participer en vidéo à notre enregistrement. Et c'est bien dommage, mais pour l'instant, c'est comme ça. On peut le suivre et le regarder, mais on ne peut pas participer. Ensuite, alors Isabelle dans le chat nous dit j'ai pris le lien sur Chrome parce que découragé de Safari. C'est exact, c'est-à-dire que Riverside ne fonctionne pas dans Safari. Riverside, c'est la plateforme qu'on utilise pour faire à la fois l'enregistrement et la diffusion en direct. Tu fais bien le préciser. Et donc oui, ça marche pas dans Safari. Alors ça marche dans Chrome ou dans un compatible Chrome. Donc moi j'utilise Brave par exemple. Ça doit aussi marcher dans Edge, le navigateur de Microsoft, ou dans Opera. Tous ces navigateurs qui utilisent le moteur Chromium, ça doit marcher dedans. Et puis Zuber disait aussi les bonus, vous ne les rediffusez pas plus tard? Eh bien non. Les bonus sont vraiment réservés au soutien Patreon, ça depuis le début. Ça a toujours été le cas, et pour l'instant, peut-être ça, on n'a pas décidé de changer ça. Oui. Donc, ils seront accessibles en direct pour les soutiens qui auront le lien à partir de la semaine prochaine, et ils resteront exclusifs en replay au soutien Patreon aussi, comme ils le sont depuis toujours. Donc voilà, c'est vrai qu'on voit vos questions arriver en temps réel sur le chat, et donc on voit aussi des messages à la fois de nos soutiens Patreon et de ceux qui visiblement ne le sont pas encore. Et oui, du changement. Vous avez une semaine pour vous adapter. On espère que ce sera possible pour vous, et on espère que la communauté pourra aussi un peu s'agrandir dans les semaines qui viennent. En tout cas, merci de votre soutien, merci de votre fidélité. Ce sont des
petites évolutions, l'expérience aussi qui nous a fait réfléchir à cette diffusion. Et on estime que c'est le bon moment en cette fin d'année pour faire cette petite bascule. Élie, tu voulais dire un mot sur cette évolution ? Écoute, c'est une nouvelle expérience, donc c'est vrai qu'on a un peu discuté là-dessus, des avantages, des inconvénients, et on espère que les gens vont comprendre ce besoin. Moi, j'étais un peu inquiet que la version vidéo ne soit pas disponible, mais c'est notre engagement, c'est maintenant un engagement public, donc c'est juste une histoire de patienter un peu pour ceux qui ne souhaitent pas, mais on espère que vous allez rejoindre la communauté et puis on trouvera d'autres avantages au fur et à mesure, mais celui-là était important et on tenait vraiment à faire quelque chose que les abonnés Patreon vont remarquer, puisque ça leur donne un avantage qui n'est pas négligeable. Je ne dis pas que le bonus n'était pas un avantage, mais là, c'est l'ensemble de l'enregistrement en live et donc voilà. Et Isabelle d'ailleurs, Élie, qui est parmi nos soutiens, écrit dans le chat, c'est très sympa d'imaginer pouvoir échanger avec vous toutes les semaines, merci. C'est un point vraiment très important, et je sais qu'il l'est pour toi notamment Élie, c'est que cette interactivité avec vous quand on enregistre, elle est vraiment essentielle pour nous, on y tient énormément, et donc on a bien pesé le pour et le contre. Il y a forcément certains d'entre vous qui ne sont pas parmi nos soutiens qui nous écrivent via YouTube quand ils regardent l'enregistrement en direct. Ce sera plus possible à partir de la semaine prochaine. En revanche, vous pouvez continuer à le faire. Il vous suffit pour ça de nous soutenir sur Patreon. Et on espère donc que les soutiens seront d'autant plus mobilisés pour être là le mardi à 18h30 que vous serez les seuls désormais à pouvoir faire vivre cette interactivité dans eWeek. Donc merci. Je vois que XX le K0, donc je pense un nouveau venu dans parmi nos ceux qui nous regardent, écrit dommage, je viens de commencer à regarder le direct sur YouTube. Écoute, au moins tu as eu l'occasion de voir à quoi ça ressemble. C'est comme ça toutes les semaines, c'est même au moins aussi bien toutes les semaines. Donc, je ne peux que t'encourager à aller sur patreon.com/iweek et à rejoindre nos soutiens. Ils sont pas malheureux, ils ont pas l'air malheureux d'en faire partie. Donc vraiment, on tient vite. Phoenix Revenge a écrit à l'instant, super de nous faire bénéficier de la primeur. Bah oui, ça nous semble normal en même temps que vous ayez cet avantage, évidemment. Il y a un point important aussi, excuse-moi Benjamin, c'est que le fait de pouvoir le faire de cette façon, tu l'as dit tout à l'heure, mais j'espère que tout le monde a compris, va faire en sorte que ça sera plus facile que l'épisode en vidéo soit disponible régulièrement et plus vite. Parce qu'on n'a pas à faire de montage. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, mais je pense à mes deux camarades présents qui le font à tour de rôle. Et donc, ça sera plus simple, et donc ça sera plus régulier, et ça sera plus rapide. Juste. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas rejoindre la communauté, ils auront quand même leur épisode avec un tout petit peu de délai, mais ils auront quand même leur épisode hebdomadaire. Voilà, ce sera peut-être pas le mardi, mais ça sera leur épisode hebdomadaire quand même. Mais ça sera gratuit, voilà, parce que c'est notre engagement depuis le début. Voilà cette très grosse parenthèse consacrée donc à l'évolution de l'offre de diffusion en direct du mardi. Merci à tous pour votre soutien en tout cas et vos réactions pleines de bienveillance. On va passer à l'info de la semaine, cette info qui concerne l'avancée en coulisses d'Apple à propos de cet iPhone pliant qui sera l'un des événements majeurs pour Apple de l'année 2026 si tout va bien, et a priori tout va bien, puisque selon les infos que certaines sources ont pu se procurer, Apple est en train de passer des étapes assez cruciales avant d'entrer dans la phase de production intensive de cet iPhone pliant. Étape essentielle notamment
autour de l'un des cauchemars de tous ceux qui se sont mis à faire des téléphones, des smartphones pliants ces 10 dernières années. C'est cette fameuse pliure, cette marque en fait qui existe quand on déplie le smartphone, qu'on le met à plat. Et ben c'est jamais complètement plat. On voit qu'il y a la pliure, etc. Et voilà, c'est vraiment l'un des problèmes que personne n'a encore vraiment réussi à résoudre. Apparemment, Samsung, qui fournit l'écran, et Google, avec toute une structure mécanique en dessous, serait parvenu à un résultat digne de ce qu'ils espéraient. Et ça, c'est une étape fondamentale, apparemment. Alors, on va voir si ils y parviennent. Ça reste un écran pliant, ça reste un écran en plastique. Ce qu'on sait, alors ça pose d'autres problèmes aussi de résistance. Il y a des progrès ont déjà beaucoup été réalisés quand même depuis 6 ans que ça existe, les téléphones pliants. Si on compare les premiers Samsung Fold à ceux d'aujourd'hui ou aux pliants de chez Honor par exemple, qui sont vraiment pros là-dedans en termes aussi de finesse globale, c'est quand même pas mal. La pliure arrive à se faire un peu oublier. De mon point de vue, la pliure se fait plus vite oublier que l'encoche ou que la Dynamic Island. On va encore me taxer d'être anti-Apple, c'est pas grave. Mais moi, j'oublie ça plus facilement, d'autant plus que la pliure sur un écran de ce type, elle est donc par définition au milieu. C'est moins là qu'on met le doigt quand on utilise le téléphone, et on ne la voit plus maintenant que dans certaines conditions de reflet, par exemple de lumière un peu rasante. Et tu parles de quel modèle pliant? Bah par exemple je sais plus comment s'appelle, ceux de Honor ou le Fold le Fold 7. Le Magic V2 je crois, ou voilà, comme ça. Ouais. Qui a été ils ont été les premiers à faire des folds, donc des pliants très fins, c'est-à-dire que chaque partie était vraiment très 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 fine. Donc alors il y a encore des progrès à faire. Bon, j'imagine par exemple que même si quand on imagine le fold qui se plie comme un livre, et puis les deux parties se rejoignent et ça c'est tout plat, on voit pas de jour entre chacune des parties, mais à l'intérieur l'écran lui doit remonter un petit peu justement pour pas être plié comme une feuille de papier sur laquelle on appuie, tu sais, pour faire une arête bien pointue. Donc je pense que ça c'est très très compliqué à faire. Ouais, je pense qu'il y a des progrès encore à faire. Il y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas, effectivement. En tout cas, bon, ça avance, et j'ai le sentiment à lire les différents articles qui sont sortis ces dernières heures que, en tout cas, sur la feuille de route d'Apple, tout se passe bien. Et ça, c'est quand même plutôt rassurant. J'ai l'impression que l'objectif de la rentrée 2026 est toujours l'objectif prévu. Bon, en revanche, il y a une petite donnée là qui est pas en train de s'arranger, c'est l'estimation du prix de cet iPhone pliant. Alors, justement. Bon, on était sur $2000 hors taxe. Allez, aux dernières. Grand naïf que nous étions. Non, voilà. Non. Non, t'étais à plus, toi, Ellie? Ah oui, moi j'étais sûr. J'avais dit, je crois, dans un épisode, que ça serait le prix de 2 iPhone R. Ah bah tu y es quasiment au dollar près. Ouais. Eh oui. Parce qu'on parle maintenant de $2399 hors taxe. Ce qui nous fera probablement 2499 €. Non, plus. Ah, plus, hein. Il y a la TVA. Ouais. Non, mais justement, mais il y a ils avaient fait un effort pour être tu mets le prix en dollars plus la TVA et un peu moins parce qu'ils faisaient un effort quand même, parce que l'euro vaut plus cher que le dollar et ceci, cela. Donc je pense que s'il est à 2499, c'est déjà miraculeux. C'est déjà pas cher. Ouais, moi je crains que ça soit plus. Ouais. Est-ce que vous l'achèteriez à ce prix-là? Non, mais non. Chers amis.
Mais bien sûr que non. C'est comme l'iPhone Air. L'iPhone Air à 1200 balles, on en a déjà fait des caisses ici. C'est beaucoup trop cher. Et donc là, un pliant comme ça, non, c'est pas possible. En plus, pour faire un aparté sur l'iPhone Air, il y a un Motorola Edge 60, je crois qu'il s'appelle. Il y a un très bon article à son sujet sur comment ça marche, fait par l'ami Fabrice Brochin. C'est un smartphone assez fin, pas tout à fait aussi fin qu'un iPhone Air, mais 10 grammes de moins équivaut aux 700 ou 800 euros. Ils ont tout compris, hein. Et il y a plusieurs appareils photo dessus. Donc voilà, il faut savoir raison garder, ce que Apple n'a parfois du mal à faire. Bon. Je sais pas si tu as dit une grosse bêtise, mais tu es devenu flou, Fabrice. Donc, j'ai vu ça, je vais essayer de réparer la chose. S'il y a moyen qu'on te récupère, je veux bien. Bon, Isabelle, en tout cas, Isabelle dans le chat écrit « Je crois que je vais prendre un iPhone non pliant. » La voix de la sagesse. Exactement. Et certains comparent effectivement ce prix potentiel à celui d'un MacBook Pro. Oui, c'est vrai, Billwave écrit que ce serait plus cher qu'un MacBook Pro. Alors, ça dépend des modèles, mais oui, potentiellement plus cher qu'un MacBook Pro. Didier parle de la nouvelle unité de paiement qui serait l'Apple Vision Euro. On a toujours nos unités de prix. Hein. Je vous rappelle que ça avait démarré il y a de nombreuses années où on parlait en unité en Graz, qui était le Graziano, qui était le salaire du directeur financier d'Apple de l'époque. Donc, bon, Billwave estime le prix en France à plus proche des 2700 euros. C'est vrai que si on convertit, convertit, et encore, 2400 $, alors le change est plutôt favorable en ce moment, mais il faut ajouter la TVA, donc oui, 2007, oui. Sans doute entre 2004 et 2007. Ouais. Et si tu penses qu'en même temps, il y a les lunettes. Ouais. Oui. Bah oui. En tout cas, on est arrivé à un stade où Apple est en train de fabriquer 100 premiers exemplaires de cet iPhone pliant, pour faire des tests dans la vraie vie. Alors, je me demande comment est-ce qu'on peut dissimuler un iPhone pliant quand on sort dans la rue avec et qu'on veut s'en servir dans un bar ou dans un jardin public. Ah, pour pas se le faire piquer. Juste pour pas voir qu'on a l'iPhone pliant dans les mains. Tu sais que je vais pas remonter jusqu'à l'iPhone 4. Qui s'est fait piquer. Là, c'était un proto qui s'est fait piquer dans un bar. Oui. Après, il y a ceux qui sont dans des sortes de coques ou des caissons qui cachent en fait le téléphone véritable. On voit une sorte de boîte, mais c'est pas l'allure réelle du téléphone final. Sur un pliant, ça doit être compliqué de faire des tests. Oui, parce qu'il fait le double quand il est ouvert, hein, donc t'imagines. C'est difficile à cacher. Hein. Phoenix Revenge, je crois, met dans le chat une coque spéciale comme pour les nouvelles voitures qui sont testées en ville, vous savez, avec des zébras là. Des zébras, comme ça on peut pas prendre de photos, etc. Moi, je verrais bien, du coup, tu mets soit une coque, soit tu mets un autocollant où ça le fait ressembler à un Samsung Fold, par exemple. Mais regarde, bonne idée, il faut lui mettre une coque Samsung, nous dit Isabelle. Voilà. Elle a raison. Hein. Isabelle, oui, pourquoi pas. Sauf qu'on verra que celui-là ne se plie pas, et qu'on ne voit pas la pliure dans celui-là. C'est vraiment... C'est le plus étonnant, ça va être ça. Est-ce qu'Apple va réussir? Je suis très curieux de voir comment ils vont faire, parce que je vous avoue que je touche pas souvent des téléphones pliants. Mais depuis qu'on en a parlé la dernière fois, j'étais curieux, donc je suis allé en voir un et je l'ai essayé, je l'ai ouvert, je l'ai plié, etc. Plier et déplier, ça va, mais à un moment donné, on voit cette pliure. C'est vraiment, on la voit. Et bon. Oui. Bah oui. Mais je pense que apparemment, ils ont réussi à faire quelque chose que les autres n'ont pas réussi à faire. C'est là où Apple, on peut leur faire confiance. Alors peut-être je vais craquer. Non, je pense pas. Non. Il faut pas que je dise des bêtises comme ça. Non, j'ai trop craqué dernièrement. Ouais.
En tout cas, on en est au stade qui s'appelle EVT, soit Engineering Validation ou Verification Testing. Donc c'est la deuxième phase de la production. On-Eye Group, donc qui est le fabricant de l'iPhone pliant pour Apple, a ouvert une ligne de production dédiée, ce qui est plutôt bon signe. Et donc il y aurait une centaine d'unités fabriquées pour commencer à faire des tests plus proches du modèle final, en fait, tout simplement. Après, je crois qu'il y a 2 validations de plus. Il y en a une qui est une validation de production. Ouais. Et ensuite, la dernière, c'est la validation finale. Parce qu'en fait, en engineering, ils peuvent mettre 1 semaine à monter un produit, tant que c'est la validation d'engineering. Mais à partir du moment où il faut produire, il faut que ça soit, pas facile, mais que ce soit réalisable d'en produire des milliers ou des centaines de milliers d'unités. Et des fois, ils modifient quand même. Ouais. Bon, je pense qu'on va continuer d'en parler dans plusieurs autres occasions. Mais il y a un truc, est-ce qu'on parle des choses qui n'y sont pas dans ce produit, maintenant qu'on a parlé de la pliure? Oui, bien sûr. Alors, qui n'y sont pas? Non, qui n'y sont pas. Oui. Écoute, vas-y. Je parle des arguments pour que, justement, qui peuvent faire hésiter une fois qu'on a vu le bel écran qui se plie. C'est qu'il n'y a pas de Face ID. On revient à Touch ID dans un téléphone de ce niveau-là de prix. J'avais pas vu ça, moi, tiens. Ah oui. C'est sûr, ça? Oui. Pour l'instant, parce on parle de rumeurs, Mais parce que donc il y aurait pas d'encoche. Il y aurait pas de Dynamic Island. Oui, mais non, je sais pas quelle est la raison. Le capteur, il n'y a pas la place Face ID sous l'écran ne sera pas encore prêt. Et il y a la place pour mettre Face ID sur un iPhone Air. Alors, a priori, c'est pas un problème d'épaisseur. Oui, mais a priori, il semblerait qu'ils reviennent. Enfin, pour ce modèle-là, ils reviennent à Touch ID. Je serais pas étonné qu'ils mettent les deux, en fait, parce que peut-être qu'ils vont pas aller jusqu'à mettre 2 capteurs Face ID, un pour la version en mode plié et un en mode déplié. Ça ferait beaucoup, ou alors ils vont aussi faire une version à 3005 parce que il y a des capteurs en plus, mais peut-être que du coup si tu le réveilles et qu'il est en mode déplié, alors il faut le Touch ID dans ce mode-là, ce qui me paraîtrait un peu compliqué. L'info vient de Mac Rumors qui généralement sont plutôt sérieux. Ouais. Donc bon. Parce que je vois que de son côté un rapport de JP Morgan évoque une caméra sous l'écran de 24 mégapixels. Oui, qui serait une première. Ça c'est dans les côtés positifs, parce que pour l'instant, tous ceux qui fabriquent des téléphones pliants n'ont pas ce type de caméra sous l'écran. Mais c'est pas la caméra qui fait Face ID. Ouais. Non. Sur la batterie aussi, on parle de batterie haute densité. Est-ce que pour autant ça pourrait être la nouvelle techno de batterie Fabrice dont on parlait ces dernières semaines? Il faut espérer, parce que là il y a un moment Apple il va falloir qu'Apple s'y mette pour tous les iPhones d'ailleurs, enfin pour tous, peut-être que au début pour les iPhone Pro par exemple, pour avoir encore une gamme d'iPhone encore meilleure en autonomie, comme ils l'ont augmenté cette année, mais ils ont augmenté l'autonomie cette année en grossissant la batterie, mais pas en la densifiant, parce qu'ils n'utilisent pas encore cette techno, qui est plus chère, qui est peut-être pas encore suffisamment fiable pour équiper les 70 ou 80 millions d'iPhones qui vendent par trimestre. Je pense qu'il y a une histoire d'approvisionnement de composants, comme dirait notre cher Gilles, comme embrasse. Du coup, c'est sûrement en partie pour ces raisons-là. Ça fait partie j'en avais discuté avec l'ami Christophe Romeilly, et qui a fait une remarque vraiment, j'y avais jamais pensé. Comment ça se fait qu'une entreprise comme Apple, qui contrôle tout, qui veut ses propres processeurs et ses modems, etc., comment ça se fait qu'ils font pas leur propre batterie? Qu'est-ce qui se passe? Et ça devient tellement
important, crucial, stratégique, que peut-être aussi, on n'est pas à l'abri d'une annonce d'Apple disant, dans les iPhone Pro ou justement dans le pliant, et en plus, c'est notre batterie à nous qu'on a. Et ça, ce serait intéressant. Ce sera peut-être le cas. Ouais. Ce serait intéressant. Pour l'instant, personne n'en parle, mais ça fait ce serait vraiment intéressant qu'il le fasse. Dernier point sur les caractéristiques de cet iPhone pliant futur. On parle d'une épaisseur qui serait inférieure à 1 cm quand il est fermé, puisqu'on serait entre 9 mm et 9 mm 5. Et quand l'iPhone pliant est ouvert, on serait sur une épaisseur de 4,5 à 4,8 mm. Bon. Voilà, ça fait envie, forcément. Je vais pas vous cacher que j'ai assez envie de le voir, mais bon. Alors, faut être patient. J'ai envie de paraphraser notre ami Mark Gurman. Je suis impatient de le voir et de pas l'acheter, celui-là. De pas l'acheter. Ah non, le pliant, il a dit qu'il l'achèterait, hein, quoi qu'il se passe. Non, mais il avait parlé de ça pour l'iPhone Air. Il avait dit cette phrase pour l'iPhone Air. Ça. Et donc, de ce point de vue-là, je suis assez à l'inverse de Mark Gurman. Mais sur l'iPhone pliant, il va se ruer dessus. Les smartphones pliants, c'est sa folie, quoi. Il l'attend depuis des années. Exactement. Bon, puisqu'on parle de Mark Gurman, on va faire un petit détour par un mini JT de la semaine avec 2-3 infos. On va revenir quand même sur ce qui était notre gros sujet la semaine dernière, ces rumeurs de départ de Tim Cook. Le Financial Times évoquait un départ dès le printemps 2026, donc potentiellement dans 3, 4, 5 mois. Mark Gurman a fait sa petite enquête après la sortie de ce papier. Et quand même, son post sur X est assez cinglant. Il a écrit « I believe the story was simply false ». Oui. Voilà. Oui. Ben en fait, est-ce que ça veut dire que le FT s'est fait mener en bateau, ou est-ce qu'ils ont mal fait leur boulot et j'arrive pas à comprendre comment quand même un grand média comme ça pourrait s'être trompé à ce point. Du coup, moi, je continue de penser qu'il y a peut-être un fond de vérité derrière ce qu'ils ont écrit, mais... Bon, en tout cas, tu sais comment a fait Mark Gurman ? Il a appelé Tim, hein. Il lui a dit « Alors, tu t'en vas ?» Tim lui a dit « Mais non !» Ah bon, d'accord. Justement... peut-être pas. C'est-à-dire que une autre possibilité, c'est que le Financial Times a peut-être plus d'oreilles tout près de Dieu que Gurman a peut-être un peu moins. Et c'est ce que je me dis, c'est que pour tout ce qui est décision du board et donc très financière, etc., je suis pas sûr que Gurman ait autant de sources qu'il peut en avoir, comme il l'a démontré maintes fois, au niveau des produits. Quand il prévoit justement le Vision Pro et les détails sur les iPhones, etc., là, il marque des points. Peut-être tu veux dire qu'il est plus proche de John Ternus, c'est ça ? Peut-être. Alors du coup, il attend l'arrivée de Ternus en tant que CEO avec impatience, parce que du coup, il aura des informations de premier abord sur toute la gamme et sur tout, voilà. mais je me demandais ça. Et puis en plus, je sais plus, il y a une tournure de phrase dans sa lettre à Gurman où il dit aussi, c'est un truc très Bloomberg, où peut-être que Tim Cook ne pourrait pas partir avant, ou enfin il y a une sorte de tournure de phrase quand même un petit peu alambiquée, donc ils savent pas exactement. Et aussi donc ce qu'on a évoqué la semaine dernière, c'est que le papier du Financial Times, ça ressemble à une sorte de fuite, ça ressemble à on jette ça pour voir comment ça marche, pour voir comment ça réagit, et que ça pourrait être aussi un peu orchestré. Donc voilà. Il en a profité dans sa petite lettre aussi, Gurman, pour tacler le Financial Times en disant ouais bon, ils ont aussi dit ça et ça, comme j'avais dit il y a plusieurs mois. Voilà. Donc il a voulu aussi réaffirmer que c'était lui le shérif, et ça me fait rire. Ah bah oui. Ouais. Bon, je rappelle quand même que l'hypothèse d'un départ au printemps, ce serait quelque part pour libérer le terrain, justement pour les annonces d'avril-mai, et que à la WDC 2026, ce soit John Ternus en nouveau boss qui apparaisse sur scène, parce que c'est la seule occasion
d'avoir le CEO d'Apple face à un public, face aux développeurs, etc. Je ne sais pas. Je n'y crois pas vraiment, mais... Toi, tu fais partie de ceux qui y croient pas, oui. Non, j'y crois. Enfin, je vais rester attentif parce que voilà, venant d'un média aussi sérieux, je pense qu'il y a forcément une part de vrai là-dedans. Mais voilà, je fais aussi confiance à Gurman et donc voilà. C'est pour ça que c'est intéressant. L'un des deux se trompe, hein. Oui, l'un des deux se trompe. Ou justement, les deux ont raison parce que il va se passer un truc où peut-être que il me semble que j'ai entendu ça, je sais plus où. Tim Cook pourrait aussi faire les deux pendant quelque temps, être CEO et chairman of the board, puisqu'il faut remplacer celui qui a 75 ans dont le nom m'échappe. Ellie, s'il te plaît, help. Celui qui est chairman of the board aujourd'hui. J'ai oublié. Attends, trop de mémoire. Dans Levinson. Arthur Levinson. Non. Ah si, Levinson, pardon. Oui. C'est ça. Qui est donc à 75 ans, comme tu nous le rappelais, Elie, la semaine dernière. Il a eu 75 ans en mars dernier, enfin 2000. Oui, mars dernier. Et donc, il faut qu'il quitte avant sa date d'anniversaire de 2026. Et donc, peut-être que pendant un temps aussi, Tim Cook pourrait faire les deux. A priori, c'est pas interdit, c'est pas conseillé, mais c'est pas interdit. Donc du coup, ça voudrait dire qu'ils ont raison tous les deux, ou tort tous les deux. Alors ça, ce sera ceux qui voient le verre à moitié vide ou plein. Choisis ton camp, camarade. Ouais, mais cumuler les postes, il y a que Steve qui l'a fait à une époque. Hein. C'est pas bien vu normalement de cumuler les deux rôles. Ou alors il faut vraiment que ton rôle soit tellement central dans la boîte qu'on ne puisse pas se passer de toi, parce que ça te donne un pouvoir d'être CEO et chairman of the board qui est énorme. Oui, mais bon, alors Tim Cook, il a fait passer Apple de 300 millions de capitalisation boursière à 4 milliards de milliards, là. Je me trompe dans les chiffres, pardon, mais donc il a multiplié ça par 1000. Il a un certain poids, quoi. Tu vois? Ouais. Je pense que il peut décider de 2-3 trucs encore. On va suivre, comme pour l'iPhone pliant, on va suivre. Tout ça va avoir lieu à peu près en même temps. L'année 2026 s'annonce passionnante, parce que ça va passer beaucoup de choses. Le Black Friday, officiellement, c'est ce vendredi, donc dans 3 jours. Aux États-Unis, ça a déjà commencé très très fort. Et l'une des grosses promos, c'est sur les AirPods 4, alors le modèle sans réduction active de bruit, qu'on trouve à $69. C'est quasiment le tarif d'une contrefaçon. Enfin, je veux pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est presque pas crédible. Oui, c'est effectivement. Ouais. Pas assez cher, mon fils, comme disait la pub. C'est ça. Mais le phénomène du Black Friday, c'est un phénomène qui dérape. D'abord, c'était un phénomène américain, et c'était un phénomène qui était limité au vendredi d'après Thanksgiving, qui a été étendu par Amazon au lundi, et c'est devenu le Cyber Monday, donc ça donnait un week-end pour acheter des produits, mais maintenant ça démarre le 1er novembre, voire même en octobre, et ça va jusque bientôt Noël, hein. C'est le cyber trimestre, quoi. C'est le Black trimestre, pardon. Sur Amazon, là, officiellement, ça a commencé le 20 novembre, donc il y a 5 jours, ça se termine le 2 décembre, je crois. Mais il y a aussi des marques qui font des affiches et du marketing, la communication Black Friday au mois d'août. Enfin, donc c'est Mauboussin, je crois, le joaillier, ils font des trucs Black Friday alors qu'on est on est au mois de mai. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. C'est un peu comme les 3J des galeries qui durent 15, mais bientôt 3 semaines. Donc... Excellent. Ou comme le BHV vide. Oh, tu es dur. Bon, c'est moins drôle, mais bon. Rappelons quand même que nous n'avons jamais été aussi près de Noël. Et c'est une phrase qui est toujours vrai. C'est vrai. Bon, en tout cas, il y a un produit que vous ne trouverez pas en promo parce qu'il n'y en a plus nulle part. Ça peut nous consterner ou pas, mais c'est le fameux iPhone Pocket, donc cette chaussette longue pour mettre son iPhone dedans, vendu très cher.
Ça, c'est vraiment le produit le plus incompréhensible de l'histoire. Ouais. Alors, pour ceux qui comprennent l'anglais, je recommande l'écoute du podcast Connected, parce qu'il y a un podcasteur anglais qui s'appelle, son nom m'échappe juste là maintenant, Mike Hurley, qui en a acheté une, le petit modèle, pas cher. Ouais. Le modèle qui ne coûte que $149,95. Exactement. C'est intéressant parce que il a un avis. Il voulait se faire un avis véritablement, donc il a fait en gros le test en disant lui-même il n'a pas grand-chose à dire, mais aussi en faisant remarquer un truc, et ça j'ai appris quelque chose. Apple a annoncé ça en parlant en commençant le communiqué de presse en disant que l'iPhone Pocket c'était comme un morceau de tissu. D'accord ? C'est couillon comme phrase. Sauf que on dirait que c'était son avis en tout cas. Apple s'est planté parce que le concept de morceau de tissu, en fait, c'est une invention de Issey Miyake, le créateur de la marque qui est décédé maintenant, et qui a travaillé sur un concept, alors c'est de la mode, on en pense ce qu'on veut, hein, mais de fabrication de vêtements et d'autres accessoires de mode, justement, sous forme d'un morceau de tissu, mais qui justement n'a pas de couture, quelle que soit la forme de la chose. Donc, appeler ça fait comme un morceau de tissu, c'est justement parce que ça fait référence à la création d'Issey Miyake en termes même techniques. Alors, une fois qu'on sait ça, je trouve que j'ai toujours pas envie d'acheter la chaussette, l'iPhone Pocket, mais il y a une démarche d'innovation qui correspond plus à l'idée qu'on peut se faire d'Apple, je trouve. Et peut-être que de la même manière que, par exemple, j'ai pas du tout envie d'acheter un Mac Pro parce que c'est trop cher, j'ai pas envie d'acheter un iPhone Pocket qui coûte 200 balles non plus, mais ça correspond, semble-t-il, à une démarche plus proche peut-être de l'image qu'on se fait d'Apple que ce qu'on pensait au début. Donc je remercie Mike Hurley du podcast. Ouais. Okay. Moi je suis prêt à acheter des trucs chers à condition qu'ils se branchent. Et là, ils se branchent pas. C'est ça. Non. Tu peux brancher une chaussette si tu veux, mais ça marchera pas. Bon, en tout cas, cet iPhone Pocket n'était proposé que dans 8 pays, dont la France. Il est sorti le 14 novembre, et donc on est 11 jours plus tard, et il n'y en a plus nulle part. Donc on savait déjà que c'était en rupture de stock la semaine dernière, mais là c'est vraiment et puis c'est une édition limitée, donc voilà. Et oui, et puis si un de nos auditeurs l'a acheté, on veut bien une photo. Oh non. Mais seulement sur le pied gauche alors. Si. Comme ça après on peut se moquer. Non, mais alors, honnêtement, je regarderai avec curiosité ce que cet objet va devenir sur le marché de... oui, sur eBay, etc. On va le marché secondaire, quoi. Ça se trouve, ça vaut déjà très cher, et on aurait dû en acheter pour payer nos cadeaux de Noël, je sais pas. Enfin, voilà, on a peut-être raté l'occasion, quoi. Je sais pas. Voilà, un dernier mot pour vous parler de l'augmentation annoncée du prix de l'abonnement de Spotify à Spotify l'année prochaine. Alors en tout cas aux US, $1 de plus l'an prochain, donc l'abonnement passera de $11,99 à $12,99. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour les abonnés Spotify américains, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour Apple, puisque l'écart avec Apple Music va se creuser. Il y aura donc désormais non plus $1, mais $2 d'écart, en attendant qu'Apple augmente à son tour son prix, puisque Apple Music est à $10,99 aux US. Il y a quand même une tendance à l'augmentation des plateformes de musique, mais plus globalement des services. Je crois que Spotify a fait son calcul. Je crois que $1 d'augmentation, c'est 500 millions de dollars de revenus supplémentaires. Ouais. Bon, c'est un peu logique, on à condition qu'ils conservent le même nombre d'abonnés, justement. Voilà. C'est ça. Exactement. Voilà. Bon, on va suivre. Sans commentaire. Voilà.
Apple One reste quand même une bonne option si vous utilisez la plupart des services Apple, je vous le rappelle. Et puis vous avez vu qu'Apple explique comment importer toutes les playlists Spotify dans Apple Music pour que ceux qui ont été abonnés pendant longtemps et qui veulent maintenant ne garder qu'un puissent récupérer leur playlist. Et ça marche, j'ai fait le test, ça marche assez bien. Ouais. Malheureusement, ça marche aussi dans l'autre sens, parce que Spotify vient d'améliorer son système d'import de playlists depuis d'autres plateformes. Donc, ah oui, forcément. C'est une bonne guerre. C'est une bonne guerre, exactement. Après, on va dire qu'il y a fraude. Allez, on va passer à nos coups de cœur et cartons de la semaine. Je sais que vous avez chacun quelque chose à nous proposer. Fabrice, peut-être on commence avec toi. Petit coup de cœur. Petit coup de cœur, ouais, sur les trackers. Alors, on a beaucoup parlé des AirTags et on attend les AirTags 2 avec impatience parce que un peu dans la série Apple TV, où es-tu, il y a aussi les AirTags où êtes-vous, parce qu'ils sont sortis quand même en avril 2021, les AirTags qu'on connaît, qui marchent très bien, mais qui n'ont pas évolué depuis. Et il y a une autre marque qu'on connaît qui font des trackers Bluetooth depuis longtemps, c'est Chipolo. Et Chipolo, j'en avais parlé déjà, ils avaient sorti un nouveau modèle, un modèle qui s'appelle Pop. J'en avais fait un test sur comment ça marche et c'était bien, mais je trouvais que ils étaient pas très pratiques, ils étaient un peu épais, et puis ils marchaient toujours sur pile. Et du coup, plus on avance, plus je trouve que c'est intéressant d'avoir des trackers comme ça qui sont rechargeables. Eh bien, voici maintenant. Je montre à la caméra, j'explique pour nos auditeurs qui n'ont pas la chance d'avoir la couleur. Deux nouveaux modèles, et donc il y a d'abord celui que je tiens ici là dans la main droite, qui est le Chipolo Loop L-O-O-P, qui est un peu la même chose que donc le Loop, ou donc un AirTag, c'est un porte-clés, mais qui du coup a une petite boucle en silicone un peu souple, donc c'est plus facile à accrocher. Et puis donc il est rechargeable avec une prise USB-C que je montre ici à la caméra, et avec une autonomie alors un peu plus courte que celle d'un AirTag avec une pile, ou même du Chipolo qui utilise les mêmes types de piles boutons CR2032. Ça dure 6 mois, mais je pense même plus que 6 mois, parce que... Il suffit de le brancher et on repart pour 6 mois. Exactement, et même à mon avis plus que 6 mois, parce que là, celui-là, en fait, je l'ai depuis 3 mois maintenant, et j'ai dû perdre 20% de batterie. Alors c'est au doigt mouillé parce que c'est pas écrit, on voit en gros la petite icône de la batterie mais qui est pas à 6 mois, elle est pas à la moitié, donc je pense que ça dure vraiment 6 mois. Et ensuite, ça se recharge avec une petite prise USB-C, et puis c'est tout, et c'est reparti. Voilà. Est-ce que les AirTag 2 pourraient être rechargeables ou pas? Parce que... Alors, oui, parce que... Je pense parce que l'autre modèle qu'ils ont sorti chez Chipolo, c'est le modèle Card, C-A-R-D, comme une carte de crédit, qui est à format carte de crédit. Qui fait tellement envie à Isabelle dans le chat. Exactement. Voilà. Qui fait 2,5 mm d'épaisseur, donc en gros c'est 3 cartes de crédit et cartes bancaires. J'avais trouvé un plus mince. Voilà. On en parlera. Qui est rechargeable, mais qui n'a pas de prise USB-C, il n'y a pas la place. Donc c'est rechargeable en Qi, donc sur un chargeur MagSafe par exemple. C'est trop bien. C'est vachement bien. Et alors, et donc rien n'empêcherait Apple de faire des AirTags qui soient rechargeables sur le galet de la Watch ou sur un chargeur Qi aussi. Je suppose que c'est possible. Sauf s'ils ont un deal avec Duracell ou machin et qu'ils touchent. Parce qu'ils ont dû en vendre des piles pour oui, bien sûr. Grâce aux AirTags. Et donc non seulement ils sont rechargeables, et ça je trouve ça bien. Donc le format en carte, il dure aussi officiellement 6 mois, je pense aussi un peu plus longtemps. Mais par rapport aux AirTags, ils ont aussi des fonctions supplémentaires. C'est que justement, on perd ses clés ou donc son portefeuille, on ouvre son téléphone et on peut faire sonner la chose. Alors faire sonner si on n'est pas trop loin et donc on l'entend, ou donc le retrouver dans l'application localisée. Mais à l'inverse, ces deux petites choses-là sont munies d'un bouton, et donc ça permet de retrouver son téléphone. Et pour ceux qui n'ont pas d'Apple Watch, c'est vachement pratique, puisque donc on peut le faire avec une Apple Watch, soit, mais ça coûte quand même un petit peu moins cher que l'Apple Watch pour cette fonction-là. Et je trouve que c'est voilà, de ce point de vue-là,
Donc il y a quelques fonctions supplémentaires. Donc on peut faire sonner son téléphone à l'inverse. On peut se servir du bouton, ils ont donc chacun un bouton pour faire déclencheur photo. Voilà, donc tu poses ton téléphone et tu fais un déclenchement d'appareil photo. Voilà. Et puis tu peux personnaliser la sonnerie de la chose. Donc ça veut dire que si t'en as plusieurs et que t'as celui de papa, maman et les enfants, tu peux aussi par exemple choisir une sonnerie pour chaque. Comme ça, quand tu fais sonner quelqu'un, tu sais qui a perdu son truc. Voilà. Donc je trouve que donc ça a des fonctions supplémentaires. Ça coûte 45 €, prix catalogue chez Chipolo. Ouais. C'est encore assez récent. J'ai pas l'impression qu'on les trouve chez beaucoup de revendeurs. Ils ont des offres Black Friday en ce moment. Donc faut aller aussi regarder si ça vous intéresse. Mais du coup, je trouve que ça va un peu plus loin que les AirTags et que c'est intéressant. Et moi, je trouve le fait que ce soit rechargeable, c'est vraiment un plus. Voilà mon coup de cœur de la semaine. Effectivement, ça. C'est pas un coup de cœur, c'est une chronique. Une minute, on avait dit pour les coups de cœur. non, mais c'est bien. C'est plutôt une. Mais c'était intéressant. C'est une chouette marque. Ils font que ça, mais ils le font assez bien, c'est vrai. Ouais, absolument. Ouais. Élie, on passe à toi. Coup de cœur carton. Je crois que c'est plutôt un coup de cœur pour une série dont j'ai vu au moins la première saison, je crois. Ah oui, et on en avait parlé à l'époque, mais maintenant on en est à la saison 3. Et dans ce monde actuel où on parle tellement de diplomatie, de relations au plus haut dans le pouvoir, etc. Donc c'est une série qui est sur Netflix qui s'appelle The Diplomat et qui raconte la vie de l'ambassadrice des États-Unis à Londres. Donc c'est une femme ambassadeur qui débarque à Londres, c'est ce que tu as dû voir dans la saison 1. Et depuis, évidemment, sa vie évolue puisque elle aspire à être vice-présidente des États-Unis. Ce pourquoi il faut faire beaucoup d'intrigues et beaucoup de choses qui se passent. Et finalement, dans la saison 3, on croit que c'est elle, mais finalement, ça ne sera pas elle. Dis pas. Et je dis pas plus. Ah non, je dis pas plus. Ah non, faut pas dire ça. Tu es fou, Élie. Mais tu viens de ruiner le suspense, là. Mais bien sûr que ça va être. Non, mais il y a plein d'autres choses. C'est pas la partie la plus importante. D'accord, bon. Mais donc il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est passionnant. Donc la saison 3 est sortie et donc ça fait maintenant 3 saisons à regarder et c'est super bien joué. Donc les acteurs sont vraiment très très bons et l'intrigue parce que peut faire un ambassadeur dans un pays, etc., pour qu'il y ait du suspense et pour que vous ne lâchiez pas le truc. Je crois que la saison 3, j'ai dû la voir en quelques jours, quoi. Et donc, je conseille vivement, c'est très bien fait. Faites gaffe. Les Martiens attaquent, oui. Exactement. De mon côté, alors avant de vous donner mon petit coup de cœur, dans le chat, je renvoie quand même, si j'y accède, oui, parce que j'avais un peu perdu mes fenêtres. Je renvoie quand même à ce message de JP33 qui nous indique un lien. Alors, vous connaissez les magasins Action, hein, c'est du comment on appelle ça, c'est des magasins un peu de qui font des braderies, là. Des produits produits vraiment pas chers. Ils pointent vers alors l'équivalent du modèle pour portefeuille que tu as montré, Fabrice, qui s'appelle, donc si je ne me trompe pas, voilà, la balise connectée carte Fresh & Rebel, qui est vendue 6,95 €. Qui se glisse dans le portefeuille, qui est compatible avec localisé d'Apple. Il y a le logo sur l'emballage. Se glisse dans votre portefeuille ou dans la poche intérieure d'un sac, disponible en plusieurs couleurs, aussi mince qu'une carte bancaire. Je n'arrive pas à voir si ça se recharge, mais il y a 3 couleurs. Si, c'est marqué rechargeable, oui. Ah, ok. C'est marqué rechargeable. En plus, vert, blanc, noir. Et ça durerait 6 mois aussi. Voilà. Alors, et assez justement, Isabelle dit que le prix est stupéfiant. Alors, je l'ai pas vu celui-là. Je sais pas s'il est vraiment aussi fin qu'une carte bancaire. Ça me paraît très bizarre qu'on puisse faire pour si peu cher quelque chose qui fasse donc 1 mm
qui dure 6 mois, qui a une batterie, et voilà. Ils disent pas comment on le recharge, je sais pas comment ça marche. Qu'on fasse moins cher que Chipolo, c'est évident. Tu faisais remarquer que c'est des gens qui font que ça et qui ont une réputation de qualité. Ça veut pas dire que les autres sont pas capables de faire des choses de qualité. Vous vous rappelez peut-être pour certains des écouteurs que j'avais testés. Alors c'était Lidl à 17 €. C'est vrai. C'était bien, mais c'était quand même moins bien. D'accord. Ouais. À peine moins cher que les AirPods 4. Voilà. Mais peut-être que ça c'est très bien. Ça j'ai pas testé, donc je sais pas. Non, mais c'est vrai qu'à 6,95 €, on peut se permettre de tester et d'être peut-être un peu déçu. Évidemment, oui, mais en tout tout cas, si on est un peu déçu, c'est du gâchis, quoi. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est vrai, c'est sûr. C'est 6,95 € de gâché, mais non, je parlais si ça plutôt fonctionne, Zuber dit que cette carte est compatible quand elle veut beaucoup de déconnexion. Ah, apparemment, il a essayé. Bon. D'accord. En tout cas, vous avez le choix et c'est ça qui est bien, notamment avec ces trackers de chez Chipolo. De mon côté, je voulais juste vous indiquer, alors c'est vraiment pour ceux qui ont des gros besoins, hein, mais c'est un dock champion du monde, une sorte de monstre, alors à 23 ports, dont 4 ports Thunderbolt 5 qui supportent 3 écrans. C'est le iVanky, donc IVANKY Fusion Dock Max 2. Je vais pas vous détailler les 23 ports parce que vous imaginez que vous trouverez tout ce qui existe. Voilà, c'est le top du top. Voilà, le prix est à la hauteur de ses possibilités. 499 € en Europe. Enfin voilà, je voulais vous signaler ce dock. Il y a plein de docks qui sont, pour beaucoup, ils sont finalement assez proches les uns des autres, mais 23 ports, dont 4 ports Thunderbolt 5 qui est le support de 3 écrans en simultané. Ça, c'est quand même assez peu banal. Donc, je voulais vous le signaler, tout simplement. Il n'y a pas le même chez Action pour pas cher. Voilà, c'est la fin de cet épisode 256. Merci à tous, à toutes aussi pour votre fidélité, pour votre bonne humeur dans le chat. Je vois que les messages continuent à défiler. Forcément, Didier se moque des 3 écrans Apple à 1,5 Apple Vision Euro. Ouais, sa nouvelle unité de mesure. Merci d'avoir été aussi sympa. Merci pour vos réactions, vos questions. Grand plaisir. On sera de retour la semaine prochaine, mardi 18h30. Uniquement donc pour nos soutiens Patreon, pour en profiter, eh bien, un seul conseil, rejoignez-les sur patreon.com/iWeek, venez faire grandir cette communauté, soutenir iWeek, on en a besoin, c'est la semaine des renouvellements de licence, donc merci d'avance. Passez une très bonne semaine de Black Friday. Fabrice Neumann, grand plaisir de t'avoir retrouvé cette semaine comme plaisir souvent. Partagé, mon cher capitaine, absolument. Tu étais en conférence sur l'IA il y a quelques heures. Est-ce qu'on te revoit bientôt dans les amphithéâtres du Sud? Je ne sais pas encore. Bon, tu nous tiens au courant, hein? Absolument, je ferai ça. On va venir incognito la prochaine fois. Et salut Ellie, à bientôt. À bientôt. Grand merci à vous tous, à vous toutes. Le replay vidéo sera aussi dispo sur YouTube pour ceux qui l'ont raté. À mardi prochain. Salut à tous. Bye bye. Ciao. Bye bye. Dans un instant, le bonus pour les soutiens. Mais oui. Ne quittez pas. Allez, le générique de fin étant passé, on reste ensemble pour prolonger le plaisir. Et cette semaine, Black Friday oblige, on avait envie de discuter et de discuter avec vous peut-être, si vous avez encore l'envie de vous manifester dans le chat, discuter de la perspective qui est pas très bonne pour ceux qui ont des besoins d'achat de SSD, de support de stockage.